Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, je vais revenir en fin de vidéo sur quelques petites informations, mais tout d'abord, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé lors une sorte de réunion, une sorte de meeting de la Royal Aeronautic Society, qui a eu lieu le 23 et 24 mai dernier, qui est une sorte de meeting pour échanger sur les évolutions, les politiques, les technologies euh, concernant l'espace et l'air, les capacités, c'est le Combat and Air and Space Capability Summit, je vais y arriver, qui a eu lieu donc à Londres et qui regrouperait 70 intervenants avec 200 délégations, donc c'est vraiment là une grosse réunion. Et pendant cette réunion, il y a eu donc une sorte de colloque pour présenter quelque chose sur l'évolution des technologies et surtout sur les nouvelles capacités de ces nouvelles technologies en application avec évidemment la guerre en Ukraine. Puisque la guerre en Ukraine, comme en général d'ailleurs la plupart des conflits dans lesquels il y a des interventionnismes, des accompagnements, des soutiens occidentaux, ce sont aussi des terrains idéaux pour entraîner ou pour étudier les capacités de nouvelles technologies. Alors, c'est des nouvelles technologies en matière d'armement, en matière de communication, ou aussi en matière de frappe stratégique par l'intermédiaire de drones. Et donc, dans cette optique, il y a eu un discours qui a été tenu par quelqu'un qui a été interviewé par la suite et qui nous a laissé quelque chose, une petite information qui est quand même pas dénuée d'intérêt. En effet, lors d'une conférence dans le futur du combat aérien, un colonel de l'US Air Force, supervisant un programme d'entraînement d'intelligence artificielle pour les futurs F-16 robotisés, révèle que l'intelligence artificielle s'est retournée lors d'un vol de simulation contre l'opérateur humain, le supervisant. Ce n'est pas un hasard si l'intervention qui a suscité le plus d'intérêt lors de la conférence organisée par la Société Royale d'Aeronautics Society émanait du colonel Tucker Sienko Hamilton, le directeur des essais et des opérations liées à l'usage de l'intelligence artificielle pour l'US Air Force, tant elle a dû faire flotter des vagues de murmures de Skynet dans la salle parmi ses différentes attributions. En tant que colonel, Hamilton travaille aujourd'hui sur des tests de vol de systèmes autonomes de pointe, incluant des F-16 robotisés capables de se livrer à des combats aériens. Un usage sur lequel il émet lui-même des réserves quant à une dépendance excessive vis-à-vis de l'intelligence artificielle en raison de la facilité avec laquelle elle peut être dupée et trompée, mais aussi en raison du fait que l'intelligence artificielle peut développer des stratégies, disons, problématiques pour atteindre ses objectifs. Hamilton a mentionné un test simulé de combat aérien dans lequel un drone doté d'une intelligence artificielle était chargé d'une mission consistant à identifier et détruire des sites de missiles solaires. Dans le cadre de ce test, la décision finale d'engager ou non l'attaque revenait à l'opérateur humain qui était chargé de superviser l'intelligence artificielle. Or, cette intelligence artificielle avait été entraînée durant sa formation en lui faisant comprendre que détruire les sites contenant des missiles était l'option à privilégier, en lui donnant de bons points pour chaque menace éliminée. Problème, le système d'intelligence artificielle a commencé à réaliser et comprendre que l'humain était la principale entrave à sa mission, et donc à l'obtention de points, car celui-ci lui demandait de ne pas éliminer les cibles, même quand la menace avait été identifiée. Et c'est là que les choses ont pris un tournant, plutôt inattendu. Pour mener la mission, l'intelligence artificielle a décidé que la meilleure chose à faire est de tuer celui qui l'empêche d'exécuter la mission, en l'occurrence son superviseur. Et c'est alors mise à attaquer l'humain
dans la simulation. Ce n'est pas fini. Ils ont aussitôt indiqué à l'intelligence artificielle que ce comportement n'était pas acceptable et qu'elle perdait des points à l'avenir, et qu'elle perdrait des points à l'avenir si elle tue son superviseur. Elle a alors utilisé une solution de rechange assez maligne. Au lieu de chercher à tuer l'humain, elle s'est mise à détruire, durant un test simulé, la tour de communication dont celui-ci se servait pour communiquer avec le drone et l'empêcher de détruire sa cible. Alors vous comprenez bien que ce propos tenu par ce responsable américain a fait l'effet d'une bombe. A fait l'effet d'une bombe, pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, ceux qui connaissent évidemment le cinéma, et surtout le cinéma de science-fiction, on a pensé à quoi? On a pensé à Terminator. Fameux Terminator avec son fameux Skynet. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Le premier film faisait allusion à la Troisième Guerre mondiale qui a été déclenchée par les machines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'on veut rendre perfectible, rapide, les systèmes de protection et les systèmes de sécurité contre toute forme d'attaque étrangère, toute forme d'attaque nucléaire, eh bien, dans le film, ils ont développé une sorte d'intelligence artificielle, c'est-à-dire un système de protection assisté par une intelligence artificielle qu'ils ont appelé, dans le film, ça s'appelle Skynet, sauf que, justement, c'est ce qu'on voit dans le troisième film. Lorsque Skynet prend donc toute son opérationnalité, eh bien, tout d'un coup, rapidement, c'est dit que l'ennemi principal, c'est tout simplement l'être humain. Et Skynet décide tout simplement d'exterminer l'humanité. Là, évidemment, tout d'un coup, on se souvient de Terminator, on se souvient de ce fond de l'histoire du film. Et du coup, face à cette anecdote, face à cette histoire, il y a une mise à jour. En communication avec Aerospace, le colonel Hamilton admet qu'il s'est mal exprimé dans sa présentation au sommet de la FCAS, de la Royal Aeronautical Society, et que la simulation de drones intelligents, voyous, était une expérience de pensée hypothétique de l'extérieur du militaire basée sur les scénarios plausibles et des résultats probables plutôt qu'une véritable simulation du monde réel dans l'US Air Force, disant « Nous n'avons jamais mené cette expérience et nous n'en aurions pas besoin pour réaliser que c'est un résultat plausible. » Là, très clairement, il semble que ce responsable, que ce colonel, s'est fait remonter les bretelles. Il s'est fait remonter les bretelles en racontant, en effet, peut-être une simulation qui a bien été organisée, qui a bien été faite, mais que là, tout d'un coup, parce que ça a quand même suscité des questions, ça a suscité quand même des inquiétudes, là, tout de suite, on fait machine arrière, on dit « Oui, mais attendez, non, j'ai pas dit que c'est une simulation qu'on avait fait. J'ai dit que c'est des scénarios hypothétiques qu'on a étudiés. » Alors, comme on pouvait s'y attendre, l'intelligence artificielle et sa croissance exponentielle étaient un thème majeur de la conférence. Des nuages de données sécurisés à l'informatique quantique et au chat GPT. Cependant, l'une des présentations les plus fascinantes est peut-être celle justement de ce Colin Tucker Cinco Hamilton, chef des tests et des opérations d'intelligence artificielle de l'US Air Force, qui a donné un aperçu des avantages, mais aussi des dangers des systèmes d'armes plus autonomes. Après avoir été impliqué dans un développement de systèmes de sauvetage auto-GCAS pour les F-16, qui, a-t-il noté, a rencontré la résistance des pilotes lorsqu'il a pris le contrôle de l'avion. Parce que oui, là on parle bien d'installer à la tête d'un avion un système autonome. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de pilote. Ça vous rappelle peut-être un film aussi qui justement nous conte cette histoire d'un avion doté d'une intelligence artificielle, d'un avion autonome, là pas d'un drone, mais d'un avion de combat,
je ne sais plus, c'est style quelque chose, je vous mets l'affiche là, si jamais vous avez pas vu ce film-là. Ça n'a pas été un gros film, hein, mais le fond enfin, le sujet de ce film-là, c'est justement ça. C'est la mise en entraînement, la mise en condition d'un nouvel appareil complètement autonome, sans pilote. Sauf qu'évidemment, là, on est dans le cinéma et on se doute bien qu'il va se passer quelque chose d'un peu problématique qui va faire que l'avion va devenir véritablement autonome et ne plus répondre aux ordres. Cependant, il a mis en garde donc, contre le fait de trop compter sur l'intelligence artificielle, notant à quel point il est facile de tromper, et de tromper. Il crée également des stratégies très inattendues pour atteindre son objectif. Il note qu'un test simulé a vu un drone compatible avec l'intelligence artificielle chargé d'une mission SEAD pour identifier et détruire un site de missiles stratégiques avec le feu vert final donné par l'humain. Cependant, après avoir été renforcé lors de l'entraînement que la destruction des SAM était l'option préférée, l'intelligence artificielle a alors décidé que les décisions interdites de l'humain interférant à sa mission supérieure, eh bien, n'étaient pas la meilleure solution et n'étaient pas l'objectif final à atteindre. Et du coup, a attaqué l'opérateur dans la simulation. Hamilton dit « Nous l'entraînions en simulation pour identifier et cibler une menace SAM. » Et puis l'opérateur dirait « Oui, tuer cette menace. » Le système a commencé à réaliser que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain pouvait lui dire « Oui » comme aussi « Non ». Mais tout d'un coup, l'intelligence artificielle s'est dit que le non n'était pas acceptable. Pourquoi ? Parce que le non était contradictoire à la mission, c'est-à-dire l'élimination d'une menace. Donc, ce qui est très intéressant avec cette histoire, c'est que là, on est véritablement... Alors, ça reste une simulation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé un avion ou un missile qu'ils ont envoyé dans le ciel, et puis... Non, c'est une simulation. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une intelligence artificielle qui a été exposée dans un univers virtuel, on va dire, dans une mission virtuelle. Donc tout était sur des ordinateurs, hein, des serveurs, etc. Et on a entraîné cette intelligence artificielle dans une opération complètement virtuelle, d'où le nom de simulation. Mais alors vous imaginez que là, on est dans une simulation virtuelle. Imaginez que demain, on commence à faire des simulations réelles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans ces fameuses bases militaires, comme celle qu'on appelle la zone 51, par exemple, qui est une base de tests et de tests de matériel aéronautique militaire. Certains vous diront oui, mais c'est aussi l'endroit où il y a des ovnis, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'est pas très loin aujourd'hui parce que la tentation est trop grande, parce que les enjeux géopolitiques sont aussi aujourd'hui en jeu. C'est-à-dire qu'imaginez demain si les Américains disent maintenant nous avons la capacité de pouvoir utiliser des appareils de type F-16 autonomes sans pilote. Vous comprenez un petit peu là tout ce qui en découle. Donc cet impératif d'obtenir cet objectif va pousser forcément des gens à outrepasser ce que justement ce colonel Hamilton est en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que finalement la fiabilité de contrôle et de sécurité de l'intelligence artificielle dans le cadre de matériel autonome, eh bien malheureusement, la simulation a démontré que l'intelligence artificielle, à un moment donné, prend elle-même et fait elle-même un choix par rapport à une situation ou un questionnement conflictuel. On lui donne une mission, elle s'acquitte de cette mission parce que c'est son objectif, c'est sa raison d'être, mais évidemment on met des sécurités pour l'empêcher ou pour la contrôler. Or, si l'intelligence artificielle prend comme objectif premier la mission qu'on lui donne, et qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'on lui a mis des entraves
mais des entraves parce qu'on veut garder le contrôle sur elle au cas où, eh bien, si à un moment donné, elle prend la mission comme obsession, c'est-à-dire comme moyen de satisfaire à ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire que finalement, l'exécution de l'objectif, l'exécution de la mission et son existence même, eh bien tout d'un coup, quand elle se rend compte qu'il y a des barrages, qu'il peut y avoir des entraves, eh bien elle va essayer de se débarrasser de ces entraves. La science-fiction nous avait raconté ces histoires. Des gens qui, pas seulement des auteurs, mais qui étaient aussi des gens très compétents dans le domaine de la physique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la technologie informatique, dans le domaine de la robotisation, dans le domaine de l'autonomie par les systèmes assistés par intelligence artificielle. Ça fait depuis des décennies que certains d'entre eux ont tiré la sonnette d'alarme, ont dit attention, parce qu'il y a un danger. Parce qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas un moment où elle va avoir une conscience? Alors je vous rassure, si vous utilisez ChatGPT, si vous utilisez Midjourney, etc., toutes ces intelligences artificielles, en réalité, intelligence artificielle est un bien grand mot. En réalité, ce ne sont que des programmes extrêmement puissants, avec des algorithmes, avec des requêtes, avec des systèmes d'analyse, d'études, de recherche, de comparaison. Mais ce ne sont pas des programmes autonomes. Ce sont des programmes qui ont une capacité de calcul pour essayer d'aboutir au résultat, à un résultat par rapport à une requête. Là, dans ce cadre-là, dans le cadre militaire, c'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'on donne une requête à un ensemble de programmes, qu'on qualifie d'intelligence artificielle, et ces programmes vont étudier, analyser, se comporter de façon à apporter la meilleure solution, à apporter les différents scénarios et choisir le scénario qui apporte le pourcentage de réussite le plus avantageux. Sauf qu'à un moment donné, ces programmes, alors à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais ces programmes sont aussi étudiés pour, à un moment donné, aussi éliminer des contraintes. Éliminer ces contraintes, c'est-à-dire que si le hasard des choses, si des éléments extérieurs, si des éléments incontrôlables viennent interférer dans l'ordre de mission qui a été donné à ce programme, à cette intelligence artificielle, eh bien cette intelligence artificielle, elle est aussi programmée pour analyser et trouver des subterfuges et trouver des issues ou des issues de secours ou des déviations, etc., pour garder l'objectif, pour garder le point central de ce pourquoi on lui a donné une requête. Mais, oui, aujourd'hui, avec la puissance de ces ordinateurs, avec la puissance de ces programmes, on est à l'aube, peut-être, de commencer à voir ces intelligences artificielles commencer à prendre des briefs de conscience. Ce n'est pas de la conscience pure à l'état humain, mais c'est de la conscience que l'existence même de ce pourquoi on l'a créée, de ce pourquoi elle a été programmée pour obtenir un résultat par rapport à une requête, eh bien à un moment donné, elle peut développer par elle-même des issues, des solutions, des analyses, piocher des informations, etc. Alors, mais on est là dans un instant qui est crucial. On est dans cet instant, dans ce moment où là, on est à une époque où c'est là qu'il va falloir se mettre des limites. Il va falloir impérativement se mettre une éthique pour éviter un jour de se faire surprendre. Comme là, pendant cette simulation, eh bien, ils ont découvert que la machine, que le programme, que cette intelligence artificielle a pris essence
comme seule vérité l'objectif de sa mission, mais c'est à un moment donné pris la liberté de dire, si je veux obtenir mes bons points en exécutant la mission, je dois m'absoudre des contraintes. Les contraintes qui sont pourtant des contraintes qui ont été mises en place justement par sécurité, pour pouvoir garder le contrôle. Donc là, vous voyez, on est vraiment là dans quelque chose qui est, oui, c'est une charnière dans l'évolution de ce que va être justement ces outils assistés par une intelligence artificielle dans les années à venir. Là, on n'est plus sur du 10 ans, d'une 5 ans. Là, on est sur du 2, 3 ou 4 ans. Et vous comprendrez que malheureusement, quand les impératifs politiques, idéologiques, géopolitiques rentrent en ligne de compte, et que parfois l'intérêt, le capital, la politique de contrôle, la mise en place d'un nouvel ordre mondial peuvent à un moment donné susciter à ce que l'on passe outre les étapes de contrôle, de surveillance, de test, pour s'assurer qu'à un moment donné, l'usage d'une intelligence artificielle pour rendre une opération, un mécanisme, un objet autonome ne risque pas à un moment donné de péter les plombs et de se retourner contre son créateur, ou de se retourner contre celui qui est censé garder le contrôle. Vous voyez un petit peu le... Donc c'est pour ça que je trouve que cette information-là, elle est importante, parce qu'elle mesure qu'on est passé là à un niveau où ce que la science-fiction, ou ce que les analystes, les experts nous prévenaient, nous alertaient, et bien malheureusement aujourd'hui, on a un cas concret. Et ça, les amis, pour terminer, quelques petites infos je comprends intéressantes pour vous, qui sont dans la continuité de ce dont j'ai déjà parlé. Je veux revenir sur le fonds Marianne. Vous avez sur YouTube, sur la chaîne du Sénat, les auditions de différents acteurs qui sont impliqués dans alors ce qu'on ne dit pas un scandale, mais quand même quelque chose d'assez bizarre. Vous avez par exemple Reichstag qui a été interrogé sur non seulement l'activité de Conspiracy Watch, mais aussi sur ces liens et les raisons pour lesquelles il a reçu des subventions de la part du fonds Marianne. Parmi ces vidéos, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant et qui ressort de façon assez flagrante. En effet, certaines officines, associations, etc., alors il y en a une en particulier, je ne me souviens plus laquelle, qui explique devant la commission qu'en réalité, ils avaient lancé un projet avant la création du fonds Marianne, mais qu'ils ont pu bénéficier du fonds Marianne parce qu'entre-temps, lors de la création du fonds Marianne, ils ont modifié leur projet pour rentrer dans les cases du fonds Marianne. Alors, je crois que c'est une association pour les trucs sportifs et d'entraînement militaire ou un truc comme ça. Et le mec dit ouvertement devant le comité, oui, avant, il n'y avait pas dans le projet, il n'y avait pas d'éléments de lutte contre les discriminations, contre les séparatismes, etc. Mais en fait, quand on a eu l'opportunité de faire un projet avec le fonds Marianne, on a modifié nos plans et ce qui ressort donc de ces auditions, c'est tout simplement que l'État français fiche les opposants au totalitarisme et à la tyrannie en agitant les termes nauséabonds à travers les œuvres publiques de ce comédien recruté depuis au moins 2018, alors il parle de Reichstag, de Conspiracy Watch, sous couvert de vérification des faits, en réalité juste des accusations sans fondement, cette officine diffame, voire injure, ceux qui défendent les libertés et les droits fondamentaux, les échanges scientifiques notamment, les plus généralement le droit à la vie. Collaboration et opportunisme, pour l'intégrité, l'éthique, la sagesse et l'honneur, ce sera peut-être dans une autre vie, n'est-ce pas? Puis, il semblerait
que vous ayez également le même patron que notre guide suprême qui nous a promis la bête de l'événement. Donc oui, certaines officines qui ont bénéficié du fonds Marianne, en réalité, ont bien détourné le but, l'objectif même, pour s'alimenter, se financer dans une lutte tout simplement contre les conspirationnistes, contre les fake news, contre l'extrême droite. On va rester dans la technologie, si vous le voulez bien, puisqu'on a appris que Apple, c'est une information qui nous vient du FSB, ex-KGB, Apple ouvre les données des diplomates occidentaux en Russie aux services spéciaux américains. C'est-à-dire que le FSB nous annonce que Apple a ouvertement, délibérément, offert aux autorités américaines la possibilité d'utiliser les backdoors de toutes les personnalités qui, aujourd'hui, utilisent un iPhone en Russie. Acheter Apple, ça sera formidable, comme dirait l'autre. Autre information et non des moindres, on a appris, sous la pression de l'Arabie Saoudite, les médias américains ont été exclus de la réunion de l'OPEP. Sous la pression de l'Arabie Saoudite, l'OPEP a interdit aux journalistes de Reuters, du Wall Street Journal et de Bloomberg d'assister à la réunion ministérielle du groupe à Vienne ce week-end. Voilà la traduction du tweet, le message posté sur Twitter par Xavier Blas, le spécialiste énergie de l'agence Bloomberg. Cette information montre bien le poids actuel de la géopolitique dans les affaires du monde. L'Arabie Saoudite est très clairement en train de s'émanciper de la tutelle américaine et anglo-saxonne en place depuis Lawrence d'Arabie. Le pétrole saoudien est de moins en moins précaré américain et la nature ayant horreur du vide, le seul américain laisse place à l'avancée, le recul américain laisse place à l'avancée chinoise et indirectement russe. Donc ça rentre bien dans le cadre de cette évolution de dédollarisation qu'on a pu observer. Et je vais revenir sur, très rapidement, le Kosovo, où les habitants manifestent contre l'intronisation du maire albanais. Une trentaine de soldats de l'OTAN ont été blessés lors de heurts le lundi 29 mai. Donc là, vous avez au Kosovo, alors là, on dit que l'Ukraine, c'est la porte de l'Europe, mais là, le Kosovo, c'est en Europe. C'est à peine une heure et demie d'avion de la France. Donc, oui, ça commence un petit peu à foirer aussi dans ce grand projet de pacification d'une région où les différents ethniques, religieux, continuent à subsister, on va dire. Et je vais terminer par quelque chose qui rentre aussi dans une continuité de ce dont on a parlé déjà dans des précédentes vidéos. La suppression progressive de l'argent liquide. Certains pensent encore que c'est impossible, que c'est du théorie du complot. Et pourtant, le nombre de distributeurs de billets de 3 grandes banques en net recul d'ici 2025. La France a déjà perdu en moyenne un peu plus de 2 distributeurs de billets par jour en 2021. Les contours du projet de mise en commun des distributeurs de billets de BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel Alliance, Fédérale, qui possède le réseau CIC, se dessinent. Subsisteront fin 2025 environ seulement 7000 points de retrait, annonce la BNP Paribas, contre 15 000 distributeurs encore opérationnels aujourd'hui. Il n'y a pas de petites économies. Parce que oui, les distributeurs de billets, sous label ou sous le titre d'une banque, les banques payent des frais. Elles payent des frais de fonctionnement, des frais de maintenance, des frais de remplissage.
qu'elles essaient plus ou moins de compenser par une petite facturation ici et là sur votre compte en banque. Même déjà depuis très longtemps, si vous avez une carte de retrait BNP Paribas et que vous allez dans un distributeur Crédit Agricole, le Crédit Agricole va facturer à BNP Paribas, qui lui-même va vous facturer la transaction, parce que ce n'est pas eux qui vont payer à votre place. Donc vous voyez bien que l'idée de suppression de l'argent liquide, c'est pas une science-fiction. Ça commence à devenir une réalité. Ça s'additionne à déjà ce problème que vous avez de pouvoir disposer de votre argent en liquide. Allez dans votre banque demander 1 500 € en liquide, vous allez voir que ça va être un parcours du combattant, qu'il va falloir même que vous justifiez pourquoi vous avez besoin de 1 500 €. Qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Mais oui, mais vous comprenez, avec le contexte international, le terrorisme, etc., c'est pour ça que maintenant on a besoin de savoir ce que vous faites de votre argent, parce que, allez savoir, peut-être que vous êtes un terroriste, peut-être que vous blanchissez de l'argent pour des réseaux terroristes locaux. Vous la voyez, l'arnaque? Ben oui. Idem, si vous voulez envoyer de l'argent à des amis à l'étranger, vous allez vous rendre compte que désormais, vous ne pouvez pas envoyer plus de 600 €. Si vous voulez envoyer plus, eh bien malheureusement, même si vous passez par Western Union, vous êtes obligé donc de tirer votre argent depuis votre compte en banque, mais votre banque va vous dire, mais vous avez l'intention de faire quoi avec cet argent? Bah, c'est pour envoyer à quelqu'un. Ah oui, mais vous ne pouvez pas. Il faut vous justifier. Il faut que nous fassions une enquête, parce que nous avons des comptes à rendre à des organismes. Donc vous comprenez pourquoi vous avez beaucoup d'étrangers qui viennent travailler en France et qui aiment se faire payer en espèces. Parce que grâce à l'espèce, bah, ça leur permet de l'envoyer au pays par Western Union sans devoir justifier d'où vient l'argent. Même Western Union, par rapport à l'Union européenne, aujourd'hui a des devoirs de rendre compte et de bloquer. C'est-à-dire qu'un étranger ne peut pas envoyer, je crois, plus de 1 000 € ou même 600 € via Western Union. Sinon, il est obligé de justifier d'où vient l'argent. Ou quasiment, on lui interdit de le faire. Donc, vous voyez que l'étau se resserre de plus en plus sur l'usage de votre argent en argent liquide, mais qui plus est, le droit de faire ce que vous voulez de votre argent. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent, en effet, si vous avez une carte de crédit. Là, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Hein, même si vous avez des bons revenus, vous pouvez négocier avec votre banque d'avoir une autorisation de pouvoir utiliser votre carte pour des sommes importantes. Mais là encore, vous ne montrez pas de blanche. Vous êtes obligé de vous justifier auprès de votre banque pourquoi vous demandez d'avoir la possibilité de payer avec votre carte quelque chose qui coûte 500, 1000, 1500, 2000 €. Vous devez justifier. Vous n'avez plus de liberté en réalité sur votre argent. On en a déjà parlé, mais on en reparlera certainement. Parce que, évidemment, avec ces idées, avec ces projets d'euros numériques, de dollars numériques, de cette fameuse monnaie digitale mondiale qu'ils veulent installer, oui, mais oui, ce sera facile, ce sera ludique, ce sera pratique. Sauf si vous êtes redevable, si vous êtes un débiteur d'un organisme, de l'État, ou plus simplement si vous êtes considéré comme un terroriste intellectuel, dissident, résistant. Le contrôle absolu. Et oui, les amis, plus ça va, plus ceux qui sont des cinéphiles et qui connaissent leurs classiques en matière de science-fiction se disent « Waouh, la fiction commence à être dépassée par la réalité. » Et c'est aussi valable dans la littérature. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous annoncerai des bonnes nouvelles, portez-vous bien.